Donc forcément, je ne sais pas si tout le monde est au courant du scandale de la dépakine, donc je vais revenir un petit peu sur la genèse et ma propre découverte de la problématique. D'abord parce que je suis une personne malade, en l'occurrence je suis épileptique depuis l'âge de 6 ans. Voilà, donc depuis 1978 je suis traitée par dépakine et forcément, comme bon patient, je lis mes notices, je demande au médecin, je suis assez disciplinée par rapport à ça. Et donc, ce médicament, la dépakine, a été quand même une révolution médicale puisqu'il a permis à de nombreuses patientes épileptiques d'être stabilisées. Il a été découvert en 1967 par un laboratoire français, grenoblois à la base, et commercialisé très vite. Par la suite, forcément, quand j'ai commencé à être une jeune fille, plus tard une femme en âge de procréer, j'ai posé la question à mes médecins, généralistes, spécialistes neurologues, puis gynécologues, s'il y avait des choses particulières à faire pendant la grossesse. Eh bien non, à part prendre de la vitamine, tout se passerait bien. Donc, par la suite, naîtront mes deux enfants en 99 et en 2002. Et c'est vrai qu'à la naissance de ma fille, je ne verrai rien de particulier. Par contre, à la naissance de mon fils en 2002, il naîtra avec une malformation neurogénitale. Et là, je tombe à l'époque sur un article du Midi Libre qui parle des enfants d'agriculteurs qui ont des malformations suite à une exposition aux pesticides. Je garderai l'article du Midi Libre de côté et puis le temps passera. Et puis au fur et à mesure que les années passent, mon enfant ne me parle pas, mon enfant ne tient pas assis, mon enfant ne marche pas. On se pose des questions, il a des troubles du comportement importants. Et les médecins nous disent, bon, écoutez, ne vous inquiétez pas, il est en retard. Puis après, on découvre le monde du handicap, parce qu'on comprend à ce moment-là que ce n'est plus un simple retard, mais qu'on tombe dans la sphère du handicap. Et le désir d'une troisième grossesse, il était quand même là. Donc je me disais, mais c'est pas possible qu'il ait autant de malchance, des malformations, des troubles neurocomportementaux. Alors on repense à cet article du Midi Libre en 2002 et on se dit, moi tous les jours je ne consomme pas des pesticides, par contre tous les jours je prends un médicament dangereux pour la grossesse peut-être, et on tape ces 3 mots dans Google et c'est là que le verdict tombe. Et alors qu'on a cherché pendant des années, on tombe sur le site du CRAT, le Centre de recherche des agents tératogènes à l'hôpital Trousseau à Paris, qui dit que le médicament le plus dangereux pendant la grossesse, c'est le Roaccutane, un antiacnéique, et que le deuxième, c'est la dépakine. Et on est en 2009, mon enfant est déjà âgé de 7 ans, et on tombe des nues. Pourquoi m'a-t-on menti? Pourquoi je n'ai pas été informée? Je me précipite sur la notice du médicament que je prends toujours à cette époque-là, et on me dit qu'il n'y a aucune mention sur la grossesse, aucun rapport. Donc, mais très vite, dans Google, on trouve la littérature scientifique parce que cet outil magnifique nous permet quand même d'avoir accès à beaucoup de littérature. On se découvre qu'en 2008, il y a une famille qui a porté plainte. On découvre qu'en Grande-Bretagne, il y a une association qui existe depuis 1999. Et voilà, donc pourquoi le laboratoire n'informe pas ses patients dans les notices? Pourquoi l'agence du médicament n'informe pas les patientes non plus sur la problématique? Et pourquoi les praticiens ne m'ont jamais informé du risque pendant la grossesse. Donc, suite à ça, d'abord on est saisi par la douleur, la colère. Pourquoi m'a-t-on menti? Pourquoi ne m'a-t-on pas informé? Et il faut quand même une bonne année pour s'en remettre. Et puis, rapidement en 2011, je voyais Irène Frachon à la télévision. Je me dis, waouh! Entre la verve, etc., je me dis, c'est pas possible, elle ose s'attaquer à un grand laboratoire, Servier, français, pourquoi moi je ne pourrais pas? Et c'est comme ça que finalement commence le début du combat. Et puis surtout, je me réveille un matin en me disant, mais mon Dieu, chaque jour des enfants vont naître sous dépakine et personne ne dit rien, personne ne les informe. Il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, avec cette autre maman que j'aurais finalement contactée du côté de Tours, qui aura porté plainte en 2008, on va créer l'association APESAC. Et puis, on va se lancer dans l'information principalement, puisque nous ne sommes que des patients, dire et montrer aux autres femmes ce qu'on a découvert au niveau de la littérature scientifique. Donc, voilà, c'est sûr que rapidement, je comprends qu'on est des milliers,
parce que l'épilepsie et la bipolarité, qui sont les deux principales situations dans lesquelles on prescrit ce médicament, sont des maladies extrêmement répandues. Et voilà. Et donc, oui, toujours je fais des petites digressions. Donc, qui est responsable? Et là, rapidement, dans la littérature scientifique, on s'aperçoit que dès le départ, le laboratoire savait. On a réussi difficilement à récupérer les PSUR, les Periodic Safety Update Reports, les documents de pharmacovigilance que les laboratoires ont, que l'Agence du médicament reçoit également. Et on s'aperçoit que dès le début de la commercialisation, ils connaissaient les malformations que cela provoquait chez le fœtus. Et puis, donc ces documents, ils étaient, enfin, je veux dire, voilà, à la portée, entre guillemets, de l'agence et du laboratoire. Le ministère de la Santé, puisqu'à l'époque, l'agence, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'existait pas. Donc, dès 89, le ministère de la Santé avait été alerté par des écrits sur les dangers de la dépamide. Dépacote, dépamide, dépakine, c'est la même chose. C'est juste une histoire de packaging. On change de nom en fonction de la pathologie. Donc, dès le départ, des chercheurs français comme Elisabeth Nanzia-Robert, a fait des études sur le spina bifida, puis bien d'autres. Après, par la suite, le généticien, le docteur Journal et d'autres vont alerter. Mais leurs alertes vont rester lettres mortes et personne ne va finalement les écouter. Par la suite, et c'est vrai que dans ce dossier-là, peut-être il manque une Irène Frachon, il manque une femme qui tape du poing sur la table en disant c'est pas normal, il faut faire quelque chose, vous ne pouvez pas laisser ce médicament continuer à être distribué comme ça aux patients. Les praticiens aussi, qui s'interrogent, qui interrogent quelquefois le laboratoire, hein, en l'occurrence, là, et qui vont demander si oui ou non il y a un risque pour la patiente, et on leur répond, le laboratoire Sanofi en l'occurrence leur répond non, allez-y, il n'y a pas plus de problème que sur les autres produits. Donc forcément, quand on découvre tout ça, on est choqué et commence alors le combat à dénoncer ce scandale sanitaire par tous les moyens possibles. Et le moyen judiciaire s'impose alors effectivement comme un outil aussi médiatique, un moyen de réparer le tort causé à nos enfants, puisqu'il y a une prise en charge lourde, un moyen aussi de faire condamner les responsables, parce que psychologiquement, ces femmes, elles se sentent coupables d'avoir empoisonné leurs enfants. Pourquoi mon instinct de mère ne m'a pas dit ne prends pas cette pilule au quotidien? Et donc, c'est une manière aussi pour nous, les victimes, de réussir à s'en sortir, à faire établir justement la responsabilité de chacun. Et la médiatisation, forcément, devient un moyen important. Très tôt, j'ai compris que l'esprit de groupe me permettrait aussi d'arriver dans ce combat à faire évoluer les choses, parce qu'on était des milliers, et que donc il fallait qu'il n'y ait pas que mon cas isolé qui soit là au fin fond des Pyrénées-Orientales, mais il y avait des gens partout en France, donc j'ai demandé aux familles de l'association de témoigner en région. Donc la création de l'association va s'imposer tout naturellement en 2011, et puis tout doucement je dépose la plainte en civil en 2012. En 2013, avec mes homologues anglaises, on obtient la réévaluation du bénéfice-risque du médicament au niveau de l'Europe. Donc voilà, c'est parti principalement de la Grande-Bretagne, où déjà ils avaient un soutien avec des médecins. Et donc à ce moment-là, on va s'inspirer toujours du Roaccutane pour imposer un protocole de soins. Et on va réussir donc à faire changer les conditions de prescription. La France ne se saisira, donc là ce travail-là je vais le réaliser quand même avec l'ANSM en 2013-2014, et on sera communiqué au grand public et la médiatisation viendra vraiment qu'en 2015. Et donc c'est grâce aux familles qui vont également porter plainte qu'on va obtenir 250 dossiers de plainte et qu'on va forcer le gouvernement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, à diligenter une enquête générale des affaires sociales. Parce qu'il est très clair qu'ils n'en avaient rien à faire de la dépakine. Même s'il y avait des milliers de victimes, si on ne se faisait pas entendre, très clairement, on n'aurait pas été reçu au ministère de la Santé. Il a fallu qu'on les menace finalement judiciairement de 250 dossiers de plainte au tribunal de Paris pour que là, ils acceptent de faire une enquête. Donc on a obtenu cette enquête de l'IGAS en juillet 2015. Et 8 mois après, ce n'est qu'en février, que Madame la Ministre rendra son enquête publique qui pointera du doigt qu'il y a eu des défaillances
tant au niveau du laboratoire de mise en conformité des informations avec la littérature scientifique qu'on connaissait à l'époque, et que effectivement l'agence aussi est responsable de cette inertie de mise en conformité de la notice. Je demanderai à ce moment-là à Madame la ministre Marisol Touraine de chiffrer le nombre de victimes potentielles. Malheureusement, elle me répondra qu'apparemment il peut faire une enquête que sur 7 ans et que donc on me donnera ces chiffres-là quelques mois plus tard, que 14 320 femmes ont été exposées durant 7 années de 2007 à 2014 et seuls 8 701 enfants sont nés vivants. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre énorme d'avortements, d'interruptions de grossesse, parce qu'on détecte des malformations, parce qu'on sait que la dépakine est responsable de ces différentes malformations. Ces chiffres sont énormes. Et il faut bien comprendre que sur les 8 700 enfants, 40% d'entre eux souffriront de troubles autistiques et malformations plus mineures, on va dire. Donc c'est à ce moment-là qu'avec mon avocat également, on va négocier la mise en place d'un fonds d'indemnisation, parce que si sur 7 années, il y a autant de victimes, sur 50 ans de prescription, le chiffre est gigantesque. Donc là aussi, ça va être compliqué à mettre en place, mais on va réussir, comme dans le dossier Mediator, à mettre en place un fonds qui permettra la prise en charge de ces enfants qui, je vous le rappelle, pour la plupart ont des troubles autistiques et donc nécessitent la prise en charge classique des enfants autistes avec des méthodes qui sont souvent extrêmement coûteuses. En septembre 2016, on finira par obtenir une enquête judiciaire auprès du parquet de Paris, mais bon, elle est toujours en cours. Ils n'ont rien saisi. Quand on sait que pour là, le scandale du lévothyrox, ils ont mis 3 semaines, et ça y est, ils sont déjà dans les bureaux. Mediator, c'était 6 semaines. Dépakine, ça fait plus d'1 an. Toujours pas de saisie des dossiers dans les bureaux. Bon, il y a 2 justices, alors peut-être. Bon, ça c'est encore autre chose. Nous avons exigé que Sanofi aussi nous fournisse ces fameux PSUR. Finalement, ils ne nous les donneront pas, mais bon, on est toujours en attente. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'absolument la justice se saisisse de ces dossiers. Et en novembre 2016, avec des généticiens et d'autres médecins, on va réaliser un protocole national de diagnostic et de soins, ce qu'on appelle le PNDS. Et en fait, cette réunion avec les praticiens mettra en évidence le fait que la plupart d'entre eux ne connaissent pas la pathologie et refusent de poser le diagnostic chez ces enfants atteints d'embryofétopathie par peur de représailles. Parce qu'effectivement, Sanofi est un laboratoire puissant, il y a des carrières qui sont en jeu, et c'est pas toujours facile pour les médecins de dire bah oui, le responsable c'est le médicament que vous avez pris pendant votre grossesse. En février 2017, un audit des hôpitaux de Paris va révéler le constat édifiant que les médecins parisiens ne sont pas au courant des nouvelles conditions de prescription émises par l'EMA. Je cite, « Le défaut majeur d'information des médecins de la PHP sur les nouvelles conditions de prescription du valproate résulte du dysfonctionnement multiple intervenu à tous les niveaux. À la PHP, que ce soit au central ou en local, la multiplicité des acteurs en charge réglementaire du sujet du médicament et de la sécurisation du circuit et des soins a révélé ici une incapacité d'assurer une maîtrise rapide et efficace d'un tel sujet sans une réelle coordination opérationnelle. En gros, les médecins ne lisent pas leur mail pro, ou bien ils ont une secrétaire et ils jettent le mail à la poubelle. Résultat, l'info ne passe pas. Et on se retrouve comme ça avec des infirmiers qui prescrivent du valproate alors qu'ils n'en ont absolument pas le droit, puisque les nouvelles conditions imposaient aux spécialistes uniquement de pouvoir le prescrire. Donc c'est là qu'on se rend compte que malgré les recommandations de 2014, les médecins ou les praticiens ne sont pas informés, certains sont dans le déni, donc c'est catastrophique. Les familles, quand elles me contactent, me disent bah oui, j'ai vu un reportage à la télé, j'ai vu une interview, etc. C'est comme ça qu'arrive l'information. C'est pour ça que la médiatisation se trouve être le moyen le plus important. En mars 2017, après des mois de négociations, j'ai finalement trouvé un accord avec le gouvernement et l'Agence française du médicament sur un nouveau logo, parce que pour moi ça me semblait indispensable, je pense aux femmes qui ne sont pas forcément lectrices, qu'un pictogramme, un logo, soit sur les boîtes de médicaments, ça existe pour le tabac, ça existe pour l'alcool, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas pour les médicaments. Donc on a fait réévaluer les conditions de prescription, là aussi on en a rediscuté avec la NSM,
on a vu qu'il était possible d'interdire le Dépakote, donc c'est-à-dire le valproate de sodium dans le cas de la bipolarité, parce qu'il y avait des alternatives thérapeutiques. Donc on a mis en place ce logo Dépakote plus grossesse égale interdit pour les bipolaires, et on mettra Dépakine plus grossesse égale danger pour les épileptiques. Voilà, et pour être sûr que Sanofi, parce que je commençais à avoir de l'expérience, dans 6 mois, je m'en vais dans quelques mois, on ne verra plus mon petit logo qui est bien sympathique. Donc pour ça, il fallait le faire acter en Conseil d'État et donc faire changer le décret, donc changer les lois. C'est simple comme bonjour, n'est-ce pas? Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le décret sur le petit triangle avec la voiture là, et je me suis dit, on va rajouter un alinéa là. Alors bon, je me suis fait quand même aider de juristes parce que moi, j'avais pas fait de droit dans mes études. Donc voilà, j'ai quand même des juristes qui m'épaulent et puis des conseillers chez Prescrire un petit peu qui me donnent des petits tuyaux. Voilà. Et donc voilà, on a réussi à faire changer ça en Conseil d'État et donc, je l'espère, à partir du mois d'octobre 2017, sur tous les médicaments tératogènes, on verra ces jolis petits logos. Donc, parce qu'il n'est pas question de s'arrêter uniquement à la dépakine, tous les antiépileptiques sont tératogènes, donc c'est important que ce soit sur les autres antiépileptiques, et tous les médicaments du type les antidépresseurs et tout ça, ça agit de la même façon. Donc le risque, il est important. Actuellement, les médicaments dits tératogènes, les laboratoires ont reçu de la part de la NSM un courrier leur demandant quel logo ils souhaitaient choisir. Donc c'est en cours. J'espère que cela sera bien appliqué. J'y serai vigilante pour que ça le soit. Bref, en juin donc 2017, on a obtenu la contre-indication. Du coup, on a redemandé, parce que je ne travaille pas qu'au niveau national, mais au niveau international, aider mes homologues anglaises et puis des autres pays européens, à ce que ces mesures qu'on a réussi à obtenir en France par un combat soient étendues au reste de l'Europe. Et c'est pour ça que dernièrement, là, j'étais à l'Agence européenne du médicament pour faire étendre les conditions de prescription. Voilà, donc ce combat, c'est un combat collectif porté par des milliers de familles dans l'association, puisqu'on est plus de 2500, j'ai plus de 5000 victimes aujourd'hui, qui ont contacté la BESAC. Donc ça ne veut pas dire que c'est le nombre total de victimes. Et aujourd'hui, on reste quand même les seuls à informer les patients des dangers de la dépakine, dépakine, dépakote, dépamide, et il y a encore beaucoup de travail à faire. Aujourd'hui encore, le ministère, le nouveau gouvernement dirigé par Agnès Buzyn refuse de me recevoir. Donc je l'ai sollicité en juin. Des députés lui ont rappelé notre sollicitation. On n'est toujours pas reçu au ministère de la Santé. Pourquoi? Parce qu'il reste un travail énorme à faire, puisque l'information ne passe pas, et ça a été pointé dans le rapport de la PHP. Il faut absolument faire des campagnes d'information. Comme moi j'avais dit au directeur général de la santé, je suis jalouse de voir que sur la grippe, vous me faites des superbes publicités ou autres. Pourquoi pas sur les dangers des antiépileptiques pendant la grossesse? Donc j'ai plein de choses à lui demander à Madame Buzyn, et j'espère qu'elle me recevra prochainement. Voilà. Et donc je voulais quand même aussi dire que ce travail, c'est un travail de groupe. C'est vrai que je suis un peu le fer de lance de tout ça, mais derrière j'ai des bénévoles qui passent des heures au téléphone à informer les familles, tant sur les dangers du médicament que sur les procédures auxquelles elles ont droit. Voilà, moi aujourd'hui, je sais que le rapport de force, il n'est pas fini, et que voilà, je demande aujourd'hui à Madame Buzyn une étude de cohorte pour connaître le nombre exact de victimes, développer l'information auprès des praticiens de la PHP, de faire quelque chose sur les dangers des autres antiépileptiques. Oublier les enfants touchés aussi sur la 3e génération. On sait que le Distilbène a touché sur 3 générations. La dépakine, on a déjà les premiers chiffres. Nous, des jeunes filles qui ont eu des enfants qui comportent des malformations et des troubles neuraux. Là non plus, pas de réponse du gouvernement. Les centres de diagnostic qu'on nous a créés, qui ne marchent pas parce que ce sont des services de génétique. Or, on n'est pas sur une maladie génétique, mais sur une intoxication, in utero. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Et aujourd'hui, il n'est pas normal, après le scandale du Mediator, qu'on ait une agence aussi dépendante du ministère de la Santé, elle-même assujettie au lobby pharmaceutique. Ça, il faut vraiment que ça change, parce que combien de scandales sanitaires on va encore avoir sans réévaluer ce système qui ne fonctionne pas du tout. Voilà. Je pourrais rajouter encore plein de choses et répondre à vos questions.